avons souhaité organiser dans le cadre de Mars Bleu, qui est consacré justement à l'information sur cette maladie et à sa prévention. En France, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier, puisqu'il est à l'origine de 17 000 décès annuels. Et pourtant, lorsqu'il est pris à temps, dans 9 cas sur 10, il est soigné. Il nous a donc paru très important de pouvoir en parler ici, car lorsque l'on vit à l'étranger, quand on est un Français de l'étranger, on a parfois des questions, des doutes, des inquiétudes sur la prise en charge de la santé. Même si nous avons le plaisir de vivre aux Pays-Bas, un pays dans lequel il est très facile d'être soigné de manière remarquable, malgré tout, les questions de santé sont parfois anxiogènes. Raison pour laquelle il nous a paru très important de solliciter 2 intervenants pour nous parler de cette maladie aux Pays-Bas, de sa prise en charge et des réponses adaptées par les autorités sanitaires néerlandaises. Nos 2 intervenants vont donc nous proposer un éclairage concret sur les démarches à engager face à cette maladie. Permettez-moi de vous les présenter brièvement, ils reviendront eux-mêmes sur leur parcours. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le docteur Bernard Prins, qui est un médecin de carrière généraliste, qui a exercé ici aux Pays-Bas et qui pendant longtemps a été notre médecin référent au consulat jusqu'en 2023 en fait. Et Madame Katel Maguet, qui est ingénieure en sciences de formation, qui a été elle-même diagnostiquée avec la maladie il y a quelques années ici aux Pays-Bas, qui a été prise en charge et qui a depuis fondé Change Catalyst pour que l'innovation et l'expérience des patients soient au cœur de la recherche et de la santé. Sans plus attendre, je vous propose de débuter notre conférence par une présentation de cette maladie ici aux Pays-Bas. Et donc, Dr Prince, s'il vous plaît, pourriez-vous nous donner quelques statistiques, nous mentionner les principales mesures peut-être prises par les autorités néerlandaises face à cette maladie, et peut-être les comparer avec celles que prennent les autorités françaises, ce qui nous permettra d'avoir cet élément de comparaison, et puis nous donner peut-être aussi des conseils sur la prise en charge, sur les symptômes auxquels il faut être attentif, et peut-être aussi les mesures de prévention possibles. Monsieur le docteur Prince, s'il vous plaît. J'ai été médecin généraliste ici. Je trouve presque mon cabinet à Buitenveld. Et on était partiellement à côté. On est devenu aussi médecin conseil d'ici, du consulat d'Amsterdam. Avant, j'ai travaillé au Bénin comme pays francophone, comme médecin exercé chirurgie et généraliste. Et j'ai étudié à Amsterdam. J'ai vécu toujours à Amsterdam. Et marié une française, c'est pour ça, encore un peu français. Et j'ai commencé mon défense avec l'INRS. Je parle du programme de prévention, et après l'originaliste, et on parlera de comment on organise la santé. Donc, j'ai beaucoup de remerciements avec Mme Esme Corbet, qui est gastro à Almere, je pense. Et malheureusement, je ne pouvais pas venir. Elle m'a dit en français, c'est pour ça, une liaison avec le consulat. Donc voilà, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'une charge colorectale. Et pourquoi j'ai démontré cette petite? Parce que là, ça commence comme ça, petit. Et seulement là-bas, et ici, on a normalement des symptômes qu'on reçoit. Et ça dure quelques années avant que ça cause. Et ça arrive souvent. Comme on dit, le deuxième, troisième mesure de décès en Pays-Bas. Donc, très fréquent. Il y a plusieurs stratégies pour éviter ça. Quand j'étais XSC, on n'avait pas encore de programme national. Et il y avait quelques gastro aux Pays-Bas, on n'a pas assez pour faire coloscoper tout le monde. Mais comment faire? Sigmund Colo avec des tests échos. Dans le temps, on avait des tests échos qui mettaient le sang dans les selles, mais ce n'était pas très spécifique. Donc, un repas copieux avec la viande, le test était positif. Donc, on ne pouvait pas utiliser ça comme test de programmation. Donc, il y a le FIT
qui est arrivé après. Parce qu'on a pu faire ça aussi. Il y a plusieurs techniques associées. Bon, on n'a pas choisi ça, on a choisi le fit. Donc je crois que le marché a commencé de 14, 50, 75, tous les 2 ans, centralisé. Et on a progressif en 5 ans. Et maintenant, tout le monde a pris en charge, parce que c'est des gens zéro. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit résumé. C'est-à-dire 1 500 000 personnes qui ont déjà testé le Pays-Bas. Presque 5% avec un test positif et avec 18 000 personnes avec un cancer. Donc c'est pour ça qu'on a pu dépister pas mal de gens. Et ça donne ça. On programme, ça c'est les futurs cancer aux Pays-Bas. Et ici, le lancement du programme, on a vu déjà, ça continue de baisser. Il y a plus tard. Pourquoi ce pilotage? Le FIT RSD, c'est-à-dire on peut régler avec le FIT de sensibilité. Pour ne pas avoir trop de gens qui ont une coloscopie, ils ont changé un peu le FIT. Ça, c'est l'avantage de ce test immunologique. C'est comme ça qu'on a commencé. On ne peut pas faire tout le monde en même temps. C'est-à-dire qu'on a tout le monde est Pays-Bas, peut-être quelques-uns d'entre vous sont déjà fait ça. On peut voir à quel moment on sera invité. Ici, en petit, c'est la date de naissance. Et tous les clusters. Donc, ils n'ont pas commencé avec 60 ans, 55, mais tout le monde, même en plusieurs années. Le fait, on reçoit un petit tube comme ça. Tube par poste. Quand on le sert, ça a donc une meilleure sensibilité que les autres. Et cut-off ajustable. Ça donne ça. C'est courrier qu'on le voit. On met ça, on envoie par le poste et il y a un test. Et où ça va? Ici, c'est-à-dire, la commune décide qui va être invité. Invité par la poste, ça va là-haut, ça revient. Là, il y a 2 choses. Le docteur généraliste reçoit un message, si c'est positif, et il y a une lettre d'invitation pour faire un rendez-vous pour une correspondance. Et après, ça va aux hôpitaux avec, oui ou pas, une bonne thérapie après. C'est le screen actif. Bon, il y a donc une forte montée des coloscopies aux Pays-Bas après. Ils ont, comme dit, ils ont de positivité de fait changé. Donc, pour ça, c'est un truc spécifique. Donc, il faudrait faire un test là-dessus et agir sur le développement de l'autisme. Bon, cette modèle peut mesurer, donc, au fur et à mesure, le nombre de malades. On fait plus de tests, moins de tests. On peut très facilement utiliser ça. Ça, c'est l'incidence depuis le programme. Le début, là, ce qu'on a vu avant, et là, ça commence à baisser. Si on voit bien, le nombre de décès, c'est presque moitié. Ceux qui ont, après, ils ont 10 ans, ils ont de programme, pas mal. Les résultats, à vous, bon, c'est un Irlandais, donc on peut suivre ça au programme. Pour la droite, j'ai une compagne qui est interniste, qui a un programme avec des chiens qui se tapent. Donc, c'est pas commencé, mais 5 possibilités au futur. En France, la différence, c'est pas centralisé. C'est le médecin qui invite, le pharmacien, et le test n'est pas le même au début.
Mais ça commence à 50 ans, à 55 ans. Donc, plus de gens dedans, mais le taux de participants est plus faible. C'est de 30 à 40%. C'est pas beaucoup pour un grand programme national. Aux Pays-Bas, 70% qui utilisent ça, c'est pas mal. Malgré moins de gens qui sont dans le programme. Donc, qu'est-ce que c'est? Les symptômes. Vous voyez bien, c'est le côlon. Le côlon, c'est ici. Ça, c'est l'appendix. Ce n'est pas tout à fait partout dans l'abdomen, mais c'est d'un côté. Vous avez bien vu que le côlon, c'est large. Et le cancer au début, c'est petit. Donc, ça ne donne pas toujours de symptômes. Mais, qu'est-ce que ça peut donner? Le sang, le transit qui est différent, les douleurs, perte de poids et la fatigue générale. Ça, c'est vraiment si ça, un cancer peut avancer. Qu'est-ce que c'est l'anémie, fatigue, comment consulter? Si une fatigue, si vous avez 2 ou 3 semaines de nausées, de pâleur, etc. Ce n'est pas un signe spécifique pour le cancer. C'est un signe qui va avec. Et comment, une autre question posée, si c'est ça, ça donne des difficultés de dépistage. Comment éviter? Réduire le poids, c'est l'exercice, alimentation saine, c'est comme tous les cancers en fait, à l'alcool, à la cigarette. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez des polypes de côlon, il faut faire suivre. Si des antécédents, colorectal, avec le cancer, il faut suivre. Ça, c'est le plus important. Et les gens qui souffrent déjà de l'inflammation, ils sont souvent déjà chez les spécialistes, ils sont déjà soignés. Bon, ça, c'est plus difficile pour le médecin généraliste et pour les malades. Quand appeler et quand penser. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pris de la recherche. Il y a plus de semaines de signes, ordonnement, du mucus, du sang, etc. Ici, j'ai amené un petit modèle pour expliquer comment c'est organisé le healthcare in the Netherlands. L'organisation de santé, c'est-à-dire on a laissé expatrier, je vais laisser ça, parce que la façon dont ça marche, c'est un peu différent. C'est d'abord les généralistes, après les spécialistes. Si on pense au gynéco, on ne va pas tout de suite au gynéco avec l'enfant. C'est les généralistes, ça explique comme ça. C'est Healthcare for Internationals, H4INL. Merci beaucoup, Dr. Prince, pour reprenez place, asseyez-vous. Nous allons passer la parole à Madame Maguet. Vous avez donc, je l'ai dit dans la présentation, vous avez été diagnostiqué il y a quelques années avec un cancer colorectal, alors que vous viviez déjà aux Pays-Bas, donc vous y avez été soigné. Donc je pense que ce serait important pour toutes les personnes qui nous écoutent que vous puissiez partager votre expérience sur ce parcours patient ici aux Pays-Bas. Merci. Merci. Alors moi j'habite aux Pays-Bas depuis 2016 et pendant le Covid j'ai commencé à avoir vraiment des problèmes de santé. Auparavant je pensais juste que c'était l'emménagement aux Pays-Bas qui avait causé ça, le changement de nourriture. J'avais déjà des problèmes de digestion. Je suis allée voir plusieurs fois mon arts qui m'a dit que c'était mon travail qui était stressant et le déménagement, donc il m'a dit de me reposer. Et je me suis jamais posé la question, je me suis jamais dit que ça peut être grave. Et pendant le Covid, j'ai commencé à avoir du sang dans les selles. Et le premier réflexe, c'était de me dire que c'était des hémorroïdes, que ça allait passer. J'en ai parlé à ma gynécologue et qui devait m'opérer pour l'endométriose. Et parce qu'on était en plein Covid, tout a pris du retard. Donc j'ai été programmée pour une opération, je pense que ça a pris quasiment 6 mois. Et pendant cette période-là, je suis allée voir mon médecin, je suis retournée voir mon médecin traitant en lui disant que c'était plus possible. Et j'ai demandé une coloscopie en me disant quand même qu'il fallait que je vérifie.
mais je n'étais pas prioritaire parce que on était en 2020, j'avais 40 ans et donc n'ayant aucun facteur de risque, les facteurs de risque, c'est comme a dit le Dr Prince, c'est l'obésité, le tabac, l'alcool, le manque d'exercice et l'âge. Donc je n'avais aucun de ces facteurs de risque. Et donc le médecin traitant n'a vraiment pas insisté pour que je fasse la coloscopie, donc j'ai insisté. Mais l'hôpital n'a pas pris ça au sérieux. Et comme en fait il y avait un très gros retard de prise en charge à l'hôpital à cause du Covid, parce qu'ils ont dû fermer les départements de gastro-entérologie à un moment, et donc déprioriser les coloscopies. Et donc c'est finalement quasiment 6 mois plus tard qu'au moment de l'opération pour l'endométriose, que ma gynécologue, quand je lui ai expliqué les symptômes, en fait c'est une des premières fois que je la revoyais en tête à tête, qui m'a dit je vais faire une coloscopie avant. Et là je lui ai dit mais ça fait plusieurs mois que je suis en attente, et elle a dit je vais appeler, et en effet j'ai une coloscopie dans la semaine. Et donc une des différences majeures que je vais quand même signaler avec la France, c'est qu'aux Pays-Bas, les coloscopies ne se font pas sous anesthésie générale. Donc c'est important à savoir, parce que ça peut surprendre. C'est pas douloureux parce que voilà, vous avez un calmant, vous avez des antidouleurs. Il faut bien préciser que vous voulez des antidouleurs, parce qu'ils font aussi sans antidouleurs, donc ça c'est important à savoir. Parce que souvent ils disent que ça va être avec une sédation, mais en fait c'est juste quelque chose pour relaxer. Donc c'est important, parce que c'était quand même une de mes grosses surprises. Et donc malheureusement, quand j'ai débriefé avec le gastro-entérologiste, donc c'est là qu'elle m'a annoncé la mauvaise nouvelle, que c'était un cancer, que j'allais être prise en charge très rapidement. Et donc là je me suis posé la question, est-ce que je reste aux Pays-Bas ou est-ce que je rentre en France? Donc on est en février 2021, donc les frontières sont fermées. Là je me pose vraiment la question, où est-ce que je vais être soignée? Est-ce que je vais être soignée en France, aux Pays-Bas? Mon expérience du soin aux Pays-Bas n'était pas optimum, on va dire, jusqu'à présent. Mais voilà, rentrer en France dans la famille, sachant qu'ils sont éloignés des centres de lutte contre le cancer en France. Donc je me suis dit, avec mon ami qui est néerlandais, on s'est dit, on va au premier rendez-vous avec le chirurgien, on fait le point. Si ça ne passe pas, je rentre en France et on s'arrange. Et en fait, j'étais très très rapidement prise en charge, c'est-à-dire qu'en 10 jours, j'ai une infirmière coordinatrice qui a pris mon dossier en charge, qui m'a fait passer scan, IRM, prise de sang, donc tout est arrivé en 10 jours. Et le débrief avec le chirurgien s'est extrêmement bien passé. C'était un rendez-vous d'une demi-heure, il a vraiment pris le temps d'expliquer. J'ai 1 heure après avec une infirmière coordinatrice pour me réexpliquer tout ce qui allait se passer. Les options de traitement, et j'ai eu 1 semaine en fait pour me décider sur les options de traitement parce que dans mon cas en fait la situation était complexe, le cancer était avancé, donc un stade 3 et très mal localisé, donc qui rendait l'opération difficile avec un choix de si je voulais avoir une stomie permanente ou provisoire. Donc une stomie c'est une déviation de l'intestin et qui arrive au niveau du ventre, en fait, de la paroi abdominale, et avec une poche qui permet de recueillir les selles. Et donc mon premier réflexe était de dire forcément je ne veux pas. Et donc parce que j'avais pas d'image en fait de personnes qui vivent avec une stomie, qu'on était extrêmement isolé à ce moment-là. Et donc 1 semaine après, quand j'ai dû prendre la décision, j'ai dit non, je veux pas de stomie. Donc là une des options que j'avais c'était de faire la radiothérapie et de la chimio, donc ce que j'ai fait. 5 semaines qui se sont très bien passées. Donc j'habite à Almere. J'ai été soignée à Almere. Il faut savoir qu'à Almere, la radiothérapie dépend d'Amsterdam et les chirurgiens travaillent aussi à mi-temps à Amsterdam. Donc j'avais une des meilleures qualités de soins possibles en restant à Almere. Parce que ça, c'était aussi une de mes questions. Et je pense qu'en habitant à Amsterdam et dans la région, on a accès aux meilleurs traitements, aux derniers traitements, alors qu'en France, finalement, si on ne va pas à Gustave Roussy à Paris, si on n'est vraiment pas dans un centre anti-cancer de pointe, on n'a pas ce niveau de traitement. Et surtout, donc finalement j'étais en rémission après la radiothérapie, pour résumer rapidement. Donc pendant 1 an, j'ai des contrôles tous les 3 mois. C'était très très lourd, mais c'est aussi un suivi qui est très bien fait aux Pays-Bas. Et malheureusement, 1 an, ils ont vu que la tumeur est revenue lors de la coloscopie. Donc je l'ai vu aussi en direct parce que je n'avais pas d'anesthésie, donc c'était aussi une assez mauvaise expérience. Et donc là, j'étais obligée d'être, j'ai été opérée donc avec une stomie. Et mon parcours a été un peu compliqué. J'ai eu 7 opérations au total sur 2 ans. Donc c'est un parcours assez lourd. Mais à aucun moment, en fait, je me suis posé la question de changer de chirurgien ou d'aller dans un autre hôpital
parce que j'ai vraiment fait confiance à l'équipe. Et une des différences majeures, je pense, avec les chirurgiens français, c'est que les chirurgiens néerlandais sont extrêmement accessibles. Donc c'est très facile de leur poser des questions, de les challenger, vraiment il y a cette proximité-là, et non pas ce qu'on peut percevoir avec un chirurgien français, en fait, qui est quand même très, très haut dans la hiérarchie hospitalière. Et j'ai vraiment vu aussi énormément d'empathie en fait, dans les soins, et que je n'aurais sans doute pas eu en France. Donc c'est aussi pour ça que je recommande, si jamais vous avez un cancer colorectal aux Pays-Bas, la qualité des soins est vraiment top. La prise en charge de la douleur, pareil. On sait en tant que Français qu'on n'est pas habitué, mais on peut sortir d'une opération avec seulement du paracétamol, donc il faut vraiment insister là-dessus. Un des challenges aussi, par contre, que j'ai rencontré en étant soignée aux Pays-Bas, c'est les soins de support qui sont peut-être plus développés en France par rapport aux Pays-Bas. Tout ce qui est physiothérapie, psychologie, il n'y a pas forcément, il y a des centres en fait, ce qu'ils appellent réhabilitation après des opérations. Moi étant jeune en fait, j'ai toujours été considérée comme trop en forme pour y avoir accès. Donc il a fallu que je trouve moi-même un kiné qui soit spécialisé, qui puisse me prendre en charge, qui puisse me permettre de reprendre le sport. Pareil pour diététicien, donc j'ai vraiment fait les démarches en dehors. Psychologue. Donc, pour avoir accès à une psychologue, donc il y a des temps d'attente qui sont extrêmement longs. Moi, je sais qu'entre le moment où j'ai fait la demande et le moment où j'ai eu mon premier rang, la prise en charge, il y a eu 1 an. Et 1 an, quand on est dans un parcours de soins qui est très lourd, ça peut être long. Donc, je sais qu'entre-temps, j'ai pris une psychologue française en ligne pour m'aider à traverser cette période-là, mais c'est vraiment un des challenges, mais qui peut aussi arriver en France. Et ce qui m'a beaucoup aidé, parce que en fait, quand on a un cancer, on est quand même relativement isolé, d'autant plus en période de Covid, et encore plus quand on est à l'étranger. Donc j'ai rejoint une association de patients qui s'appelle Patients Réseau. Donc je vous ai amené les flyers qui sont là aussi. Donc c'est une association de patients qui est en ligne, qui a un site privé qui est sécurisé, et sur lequel on peut échanger avec des patients qui traversent la même chose. Parce que il y a des choses, en fait les parcours de soins sont très similaires entre les Pays-Bas et la France, on vit la même chose. Et c'est important pour moi, ça a été important d'échanger avec d'autres patients pour comprendre en fait ce qu'ils avaient traversé, pour aussi accepter le fait d'avoir une stomie, pour m'y préparer, pour aussi avoir des exemples de patients qui aujourd'hui ont une vie quasi normale et qui ont repris leur vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment engagée dans ce réseau-là pour aider les nouveaux patients qui arrivent. Et justement pour faciliter ce trajet, cette traversée qui peut prendre très longtemps et sur lequel finalement on manque un peu d'informations sur les différentes étapes, on manque un peu de conseils pratiques, comment faire. Il y a aussi un réseau pour les aidants, parce qu'on ne pense pas beaucoup à eux, mais la famille est impactée. Et c'est pas évident. Donc ici, j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est-à-dire que même pendant le Covid, on pouvait venir accompagner au rendez-vous. Alors qu'en France, c'était interdit. C'était seulement le patient. Et ici, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette possibilité-là. L'accompagnant, l'aidant, est vraiment incorporé en fait. Est vraiment inclus dans les rendez-vous. Et ça, même avec la psychologue, en fait, il y a vraiment un suivi qui est fait, parce que c'est vrai que la famille est quand même mise à rude épreuve. C'est vrai que n'ayant pas la famille non plus à proximité, il faut en plus gérer la famille qui est en France, avec laquelle on n'a pas forcément de contact. Donc ça, c'est aussi un challenge. Merci beaucoup pour tout ce témoignage extrêmement précieux, je pense, et détaillé sur bien des aspects. Dr Prince, vous avez évoqué tout à l'heure la brochure que vous avez constituée. Vous l'avez rapidement évoqué, mais je pense que c'est intéressant pour notre auditoire d'entendre vraiment, et puis avec le point de vue du médecin généraliste néerlandais, de ce qui est attendu du patient, puisque, comme l'a dit Madame Magli, en fait, parfois le patient français n'est pas assez directif ou ne se comporte pas tel que le médecin généraliste l'attend.
culture, d'approche de la santé un petit peu différente. Mais si quelqu'un se découvrait les symptômes que nous avons évoqués aujourd'hui, finalement, quel serait votre conseil? Qu'est-ce que le médecin généraliste, comment parler à son médecin généraliste de ces symptômes pour une prise en charge peut-être, ou un dépistage rapide? Quels seraient vos conseils? Bon, c'est deux côtés. En étant généraliste, aux Pays-Bas, on attend effectivement des gens qui posent une question avec une certaine pertinence. Mais il y a aussi le généraliste qui demande à quelle question derrière. Donc, ça dépend aussi vraiment des généralistes et de façon qu'on communique. De plein de généralistes des Pays-Bas sont bien forts en anglais, c'est pas de problème. Malgré dans chaque quartier, il y a un généraliste qui est proposé. Il y a toujours des changements. Donc, ce qui est important de sentir bien avec son généraliste. Parce que le généraliste est vraiment clé. C'est lui qui a le dossier, qui remporte et qui ressort aussi tout ce qui est spécialiste, qui a un réseau de choses qui peut dire à droite, à gauche, par exemple pour ce qui est les gastro pour les scopies. C'est pas évident d'envoyer toujours dans un hôpital. Donc, il y a 2-3 mois, 6 mois d'attente. Et bien, un généraliste peut trouver une autre façon, etc. Mais il y a ça, il faut bien poser des questions, je pense, être franc, et savoir qui est derrière. Nous, on a notre travail de généraliste à Géorgie. Moi, je travaille à Amsterdam, et depuis 10 ans, 10-20% plus, ce sont des gens qui parlent anglais ou autre langue. Donc il y a beaucoup d'experts, donc il y a un changement d'attitude qui est fait. Chez nous, on a un changement de comportement aussi. Donc, malade ou généraliste de s'aider dans ce cas-là. Et chaque culture a une façon différente d'aborder les choses. Les Anglais sont totalement différents des Russes, des Français, des Italiens. C'est nous, les gens des Indes, c'est tout à fait marrant comment ça se présente. Et certaines cultures, ils sont très demandants du docteur. Moi j'ai ça, il faut que m'envoie tout de suite. C'est pas toujours le cas. Donc, surtout avec des enfants assis dans l'angoisse, le pédiatre n'est pas toujours celui qui est en premier chez les généralistes. Souvent, la plupart des choses sont gérées par les généralistes. Voilà, c'est ça. Il faut savoir ça. Les généralistes ont la difficulté aussi d'envoyer et on bien s'entendre et expliquer pour avoir la chance aussi comme généraliste, des malades aussi. Ça tourne juste. On fait des erreurs, pas toujours sûr. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Madame Maillet, juste pour revenir aussi sur votre expérience personnelle et ce que vous avez partagé de votre parcours santé, vous avez parlé aussi du volet psychologique. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de ce regard sociétal, puisque vous avez beaucoup balancé sur votre choix personnel, mais il y a aussi le regard finalement que porte notre entourage, vos collègues de travail, etc. Est-ce que cette maladie justement continue à avoir cette dimension taboue, compliquée à gérer pour les patients? Oui, tout à fait. Alors je pense que déjà le cancer reste tabou, même si la parole s'est libérée ces dernières années. Mais on le voit avec le cancer du sein. Les campagnes Octobre Rose marchent très bien. Je pense que c'est vraiment... les femmes peuvent en parler très librement. Mais le cancer colorectal reste extrêmement tabou. Le test aussi en soi. Donc il y a vraiment ce blocage-là. Et on voit vraiment en France avec les personnes qui ne font pas le test. Donc, si on est à moins d'un tiers des Français qui font le test. Alors c'est aussi parce que la France a fait le choix de ne plus expédier le fit test à la maison. C'est aussi un choix financier. Alors qu'aux Pays-Bas, on le reçoit, le jour des 50 ans, on reçoit la petite enveloppe avec les explications. 50-50, pardon. C'est le cadeau d'anniversaire, mais je pense que voilà, ça marche très bien ici. Et après, en fait, ce que j'entends beaucoup dans les retards de prise en charge, c'est qu'on a ces symptômes, mais c'est pas forcément facile
facile d'en parler. Donc d'en parler à son entourage, c'est compliqué. Et de faire l'effort de se dire il faut que j'aille chez le médecin et qu'il en parle. Et donc ça, c'est aussi un des points bloquants, sachant que le médecin généraliste ne va pas faire d'examen particulier. Ça va être, pour le cancer colorectal, ça va être la coloscopie. Donc ça, c'est aussi une des craintes qu'il y ait d'autres types d'examens de fait, mais on va très vite passer chez le gastro-entérologue pour ce type d'examen. Mais de passer ces barrières-là et de se dire aussi une coloscopie, parce que la préparation n'est pas évidente, c'est un examen qui reste aussi tabou. Moi, ce que je dis, c'est le fit test, c'est 5 minutes. La coloscopie, c'est 24 heures qui sont un peu contraignantes. Un cancer, c'est pour la vie. Et les conséquences, les effets secondaires des traitements peuvent être très lourdes. Et c'est ce que vous avez dit en introduction, c'est que quand un cancer, voilà, le cancer colorectal est un des avec le cancer du col de l'utérus qui peut être pris un stade précancéreux. C'est-à-dire que si les polypes sont retirés, en fait, ce n'est même pas un cancer, donc il n'y a pas besoin de traitement supplémentaire. Si c'est un stade au tout début, dans 90% ça se guérit, c'est une simple opération. Il n'y a pas besoin de chimiothérapie. Moi j'ai eu le combo, en fait j'ai vraiment eu la totale et j'ai eu cette opération parce que mon cancer était pris tardivement. Donc le tabou est en effet au niveau de la société, au niveau de la relation avec le médecin, parce que c'est pas forcément évident d'en parler, surtout quand c'est pas dans sa langue. Mais je pense qu'ici les médecins sont vraiment ouverts à ça. Il faut insister. Et un des derniers chiffres que je voudrais quand même souligner, c'est que on a vu la courbe du cancer colorectal qui diminuait, donc chez les personnes en âge de faire le dépistage, parce que comme ça, donc c'est pris à un stade très tôt. Malheureusement, on voit une augmentation des cas chez les moins de 50 ans, parce qu'en fait 50 ans, c'est quand c'est considéré très jeune, en fait, ça s'appelle Early Onset Colorectal Cancer. Et on voit une augmentation d'1 à 2% par an, en fait, de cancer colorectal chez les moins de 50 ans dans le monde entier. Et donc ça, c'est important aussi à savoir, parce qu'on a cette image-là du cancer colorectal qui touche les hommes, majoritairement, les hommes âgés de plus de 60-70 ans. Donc ça reste la majorité des cas, même si en fait les femmes sont à peu près 48 à 49% des cas. Donc on est quasiment à majorité pour ce cancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est née dans les années 90 a 4 fois plus de chances d'avoir un cancer colorectal qu'une personne née dans les années 50. Et c'est exponentiel. Donc on voit cette courbe-là. Donc le public n'est pas au courant, les médecins traitants ne sont pas forcément au courant. Et on voit des profils de patients qui sont pas ceux auxquels les médecins s'attendent. Et donc, on a des retards de diagnostic assez conséquents. Eh bien, merci à tous les deux. Merci d'avoir parlé, justement, de cette maladie, de sa prise en charge, de sa détection, de sa prévention, puisque je crois que la leçon que nous pouvons retenir aujourd'hui, tous, c'est que la prévention et la prise en charge précoce nous permet effectivement des soins et une guérison. Quel que soit le parcours, mais retenons aussi que le dépistage et donc l'attention que vous portez chacune à ces symptômes qui peuvent survenir. Il faut retenir également ce que vous disiez sur la précocité parfois de ces symptômes, d'être attentif à sa santé. Bien entendu, vous l'avez dit, Dr. Prince, avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est valable effectivement pour toutes les formes de cancer et toutes les maladies auxquelles effectivement nos sociétés se trouvent de plus en plus confrontées. Et malgré tout, je trouve que ce qui nous importe aujourd'hui de passer comme message, c'est que de parler de cette maladie, de ces symptômes et de la manière dont on peut mettre en place des stratégies de soins adaptés permettra véritablement de reprendre du terrain sur cette maladie qui malheureusement est encore en progression. Retenons surtout que le dépistage précoce permet effectivement des soins qui sont dans la majorité des cas des soins qui aboutissent à une guérison définitive. Donc surtout n'hésitez pas à avoir recours à ces tests de dépistage. Lever avec nous aujourd'hui le tabou sur cette maladie qui doit être mieux connue, mieux comprise pour qu'effectivement elle puisse disparaître de nos sociétés. Donc soyez vigilants et n'hésitez pas à parler autour de vous
de la nécessité de porter une attention particulière à tous ces symptômes pour que plus tard nous soyons tous en bonne santé. Je souhaite conclure maintenant cette conférence et vous souhaiter d'avoir accès à plus d'informations sur les différents sites que nous mettrons en ligne sur notre vidéo. Merci de votre attention.